passage, après je reviens. Malgré l'absence temporaire de Jean-Bernard Billeter, on va commencer et on reprendra le cours de nos interventions quand il sera arrivé. Donc merci d'être venu. Merci aussi au CRHA de nous avoir invités pour cette conférence. Nous sommes l'association COCERNÉ. On est une association relativement récente puisque elle est née grâce à Jean-Bernard, là, celui qui est absent, parce qu'il nous a réunis à Annemasse fin 2023 dans un hôtel près de la gare pour nous présenter le projet du futur collisionneur du CERN. Et la majorité des gens qui étaient là, donc des membres d'associations environnementales, politiques, syndicales, etc., on a vraiment été très très surpris parce que l'immense majorité d'entre nous n'en avait jamais entendu parler. Donc c'était un projet qui existait déjà depuis une dizaine d'années, depuis 2014 à peu près, qui avait été fait dans une certaine discrétion, pour pas dire une discrétion certaine. Et donc, très rapidement, on a constitué d'abord un collectif avec les associations présentes, on a fait des réunions d'information du public, des élus, de la presse, pour informer des conséquences de ce projet, et puis surtout pour essayer d'organiser la lutte, parce que c'est un projet qu'on considère néfaste pour notre région. Donc on a fait des banderoles, on a fait des réunions publiques, on a fait des interventions auprès des élus, auprès de la presse, pour essayer de médiatiser ce projet. Aujourd'hui, on va aborder le sujet un petit peu d'une autre façon, avec des questions à la science. Est-ce que la science, telle que l'envisage le CERN, est-elle encore viable? Est-elle partagée par tous les scientifiques? Et peut-on envisager une autre façon de faire? La science veut résoudre tous les problèmes, mais quelle place a la population dans ce processus, et particulièrement pour le futur collisionneur? C'est ce que nous allons discuter à partir de maintenant. Mais d'abord, je vais vous présenter les intervenants. Donc, d'abord, Brigitte Pépin-Donat, qui est directrice de recherche au CNRS et qui parlera en dernier d'éthique de la recherche fondamentale. Laurent Husson, qui est aussi directeur de recherche au CNRS, en sciences de la Terre, au laboratoire ISTER de Grenoble, et membre de Scientifiques en Rébellion. Scientifiques en Rébellion, ils ont donné un bon coup de main à COCERNÉ, parce qu'ils ont réuni 400 scientifiques qui ont fait une tribune qui est parue dans le journal Libération le 25 février 2025. Donc une tribune le 25 février 2025. Si vous voulez aller la lire, elle est soit sur le site de Scientifiques en Rébellion, soit sur le site de Libé. Et puis notre premier intervenant qui va arriver, Jean-Bernard Billeter, qui a été formé à l'École polytechnique fédérale de Zurich et qui est donc ingénieur. Et surtout, il est membre du comité de Noé 21, c'est-à-dire l'association qui a été une lanceuse d'alerte pour ce projet. Il a fait aussi un livre que vous trouverez sur le stand de COCERNÉ sous la halle, là-bas, qui s'appelle « Le CERN au mépris du GIEC », qui est paru aux éditions d'Amba en 2025. Et il nous retracera l'histoire et les buts du CERN. On va un petit peu modifier notre façon de procéder, et c'est d'abord Laurent qui va tracer à grands traits, puisque Jean-Bernard, quand il arrivera, nous détaillera tout ça. Il va nous
nous préciser un petit peu le projet du CERN. Voilà, je donne la parole à Laurent. Merci. Alors un petit disclaimer avant de commencer, je ne parle pas au nom du CNRS, qui est mon employeur, je parle en mon nom propre, éventuellement au nom des scientifiques en rébellion, et puis d'une autre association qui s'appelle le Larousse, qui est un laboratoire radical et oblique des urgences en sciences de la Terre, qui est essentiellement focalisé sur les méga-bassines du côté. Alors, du coup, on s'était entendu que Jean-Bernard soit ici pour présenter le CERN et le projet FCC, Future Circular Collider du CERN, dont on va faire beaucoup cas aujourd'hui. Du coup, brièvement, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est, et puis Jean-Bernard vous donnera beaucoup plus de détails sur l'histoire du projet FCC, et puis sur tous les impacts et les enjeux démocratiques et puis environnementaux pour beaucoup. Alors bon, le CERN, je pense que tout le monde est à peu près familier de cette institution qui n'est pas très loin, qui est basée à Genève, et qui se construit après-guerre à peu près, et avec l'idée d'étudier la physique des particules, objectif tout à fait louable et fondamentalement intéressant, éminemment intéressant, et qui s'équipe au fil des années d'instruments de plus en plus gros, de plus en plus puissants pour aller chercher dans des gammes d'énergie toujours plus grandes. Vous avez entendu, les plus anciens ont entendu parler du LEP, qui est un projet qui s'est terminé quand, ça, le LEP Dans les années 82, et lorsque le LEP avait été un peu en bout de course, il s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire, et du coup est venu en question le projet de faire un accélérateur plus grand, avec un anneau cette fois-ci de 27 km, celui qui existe, le LHC, Large Hadron Collider, et qui est utilisé actuellement, et qui avait été pensé pour attraper le fameux boson de Higgs dont vous avez entendu parler il y a 10-15 ans, quand il a effectivement été détecté grâce au LHC. Donc c'était déjà un investissement considérable économiquement et environnementalement, mais il y avait la mission de trouver le boson et mission accomplie. Alors maintenant que le LHC arrive un petit peu en bout de course, en caricaturant, je dirais que les physiciens du CERN ne savent plus quoi faire de leurs 10 doigts et ont besoin d'un nouvel outil qui sera le Future Circular Collider. Cette fois-ci, on parle de 90 km, un anneau souterrain de 90 km sous le bassin de Genève. C'est considérable, c'est évidemment parmi les plus grosses constructions du monde. Ça rivalise peut-être avec la pyramide, avec la muraille de Chine. Dans l'idée, cette fois-ci, de trouver une nouvelle physique. C'est-à-dire que le boson de Higgs servait à valider ce qu'on appelle le modèle standard en physique. Le boson de Higgs était prédit par le modèle standard, mais n'avait jamais été observé, à la différence de l'essentiel des particules qui composent le modèle standard. On pourrait penser que pour des budgets à 15-30 milliards d'euros, la population soit consultée. Au regard de l'impact environnemental, on pourrait penser que la population soit consultée et un réel avis. Alors la réponse du gouvernement, la réponse politique, c'est la CNDP, Commission nationale du débat public. Je vais y participer, mais ça ressemble à une mascarade c'est une illusion de démocratie, c'est le Canada Dry de la démocratie. C'est pas les citoyens, le débat public, le public n'a pas peut dire je ne suis pas d'accord, mais à la fin, on n'en fait rien du tout. Donc, ça n'a pas vraiment d'incidence. Ok, mais du coup, on voit qu'il y a quand même des gros enjeux, et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est le CERN pense avoir la légitimité pour préempter de telles ressources financières et économiques et environnementales. Pourquoi est-ce que ça leur paraît si naturel en fait? D'où ça vient après tout, c'est peuplé d'humains divers et variés, qui devraient avoir des avis divers et variés. Et en fait, le CERN, la communauté de la physique des particules est organisée depuis de très longue date, et depuis toujours, elle n'a de compte à rendre à personne à peu près, à part elle-même. Ça, et je cite cette personne avec qui je me suis entretenu la semaine dernière, qui dit, en fait, si on abandonne le FCC, ce serait la première fois dans l'histoire qu'on dit non aux physiciens. Et il le dirait très mal. Je cite. Hein. Donc en fait, tout ça, c'est adossé à la construction d'un mythe, le mythe de la science reine
On a tous en tête, la physique des particules, c'est le Graal, c'est ce qu'on fait de plus noble en sciences. Mais pourquoi, après tout, pourquoi c'est pas la sociologie, pourquoi c'est pas qui a dessiné ça, d'où ça vient en fait, pourquoi est-ce qu'on a cette croyance-là qui est peut-être qu'elle partagerait avec les maths? Ben, c'est parce qu'il y a une construction, et une structuration de la communauté après la guerre. L'Europe réalise qu'elle est à la ramasse sur la physique des particules, et là, tous les physiciens se tiennent par la main pour créer une dynamique. C'est impulsé par Fermi, par De Witt-Moret qui crée l'école de physique des Ouches. Là, il y a un positionnement ambigu, parce qu'on est quand même dans l'ambiance dans l'après-guerre, et la question du militaire est très présente avec la question de la physique des particules. Donc là, le CERN se place d'emblée dans un récit pacifiste, sachant que les mêmes gens interviennent aussi à l'école de physique des Ouches, qui est tout de suite repérée par l'OTAN comme un endroit pour former les futurs ingénieurs et chercheurs du nucléaire. Donc en fait, il y a une sorte de... Oui, c'est très bien, c'est un récit pacifiste, mais en réalité, évidemment, les militaires ont des intérêts dans les productions du CERN. C'est quelque chose qui a été Alexandre Grothendieck en 72, il fait une conférence au CERN, donc le célèbre mathématicien qui s'est retiré de la science, pensant qu'elle était systématiquement dévoyée, puis il fait un peu son aveu, ou une conférence fameuse en 72 au CERN, en disant que de toute façon, la science qui est produite au CERN sera forcément dévoyée à des fins militaires. Alors, ce mythe de la science reine, en fait, effectivement, il y a une sorte de religiosité de la science, dont la physique des particules sera la quintessence. Et en fait, c'est cette culture-là, entretenir ce mythe-là, ça devient une obligation pour arriver aux fins du CERN, le CERN a besoin de moyens considérables, donc il faut sortir du lot, quoi. C'est pas possible. Mais finalement, qui va choisir ces orientations? Qui est cette population? Qui est le CERN qui va décider de ces choses-là? Il y a un chiffre qui me trouble dans la population des physiciens, c'est 78% d'hommes en poste permanent au CERN. C'est le ratio le plus catastrophique du CNRS, de tous les instituts du CNRS. Donc c'est essentiellement des hommes de mon âge ou plus qui prennent les décisions. Et c'est troublant. Il y a un film qui est assez intéressant qui s'appelle Way Beyond par Pauline Julier, qui enquête sur ou qui suit en fait les débats autour du FCC, et on voit que des hommes aux cheveux gris discuter d'un air très très bref. Donc ça nous amène sur la question des sciences situées. Les sciences, c'est le truc de Donna Haraway, les sciences, elles sont pas neutres, elles sont fondées quelque part dans les individus, dans les institutions. Et ben, je vais passer un petit peu là-dessus. Voilà, donc il y a une scénarisation de la communication. Toujours, on parle beaucoup plus de gigantisme que de science. On parle d'une nouvelle physique sans trop savoir de quoi il s'agit. On nous promet une science de rupture, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et en fait, ça ressemble à la propagande. Si je cite Edward Bernays, fondateur de la propagande, théoricien de la propagande, c'est un effort cohérent et de longue haleine pour susciter ou infléchir des événements dans l'objectif d'influencer les rapports du grand public avec une entreprise, une idée ou un groupe. On est pile dedans. Voici. Donc en conclusion, en fait, il faut quand même noter qu'au-delà de ce qui pourrait sembler être un caprice de physicien un petit peu immature et sans aucune réflexivité, ce qui reste largement vrai. Mais au-delà de cette immaturité et ce caprice, il y a une réalité pour le CERN qui est sa survie. Et le CERN est tellement gros qu'il est too big to fail. Et la question se pose réellement. Or, une institution, dans bien des cas, elle se justifie par sa propre survie. Et le FCC est vital pour le CERN qui aura du mal à se réinventer. C'est possible, c'est arrivé à quelques autres institutions du même type. C'est possible. Voici donc c'est en prise avec l'économie de marché, par nécessité. C'est tellement gros qu'il est dans cette dynamique-là. On le voit finalement, le FCC, ça fait vraiment écho avec la destruction créatrice de Schumpeter, qui est bien valorisée par Philippe Aghion, le prix Nobel d'économie, où il faut toujours, c'est la reine rouge, il faut toujours courir de plus en plus vite pour rester sur place. Et le CERN se retrouve, probablement malgré lui, dissous dans une économie libérale, partageant les mêmes règles.
Il faudrait bien que ça ne paraisse pas comme une institution politique ni économique, mais néanmoins, ça l'est. Et donc tout ça, c'est évidemment incompatible avec des projets de décroissance, comme dirait Nicolas Chevassion, lui. La science est une catastrophe environnementale, elle doit prendre sa responsabilité, elle doit faire montre de réflexivité. Et c'est évidemment incompatible avec les questions démocratiques, en tout cas à ce jour. Et c'est pour ça qu'on est là. Je vous remercie. Bonjour. Alors, la première slide, c'est très bien, elle est absolument dans la continuité de ce que j'ai entendu. C'est le CERN tel qu'il se voit, ce qui n'est d'ailleurs pas une image entièrement fausse. C'est-à-dire que le CERN, des scientifiques du monde entier viennent y travailler au service de la société. Ensuite, des gens qui travaillent dans le CERN, dans des articles qu'ils écrivent, moi j'ai sorti cette citation, et je connais un des physiciens qui l'a écrite, c'est celle-ci. Les délégués nationaux, donc le CERN réunit 25 pays qui ont des délégués, et c'est ces délégués qui décident de la politique après avoir reçu les ordres. Et les délégués reçoivent des instructions, mais le CERN a toute autorité de négocier et de prendre des décisions dans l'intérêt de l'organisation, largement sans consulter les gouvernements. Donc, entre ces deux visions, le CERN au service de la population, puis le fait qu'il a une énorme autonomie et d'énormes moyens, le CERN a pris l'habitude, comme c'était dans ton texte, de se débrouiller tout seul, de prendre des décisions. Comme ces décisions se prennent sur un très long temps, parfois 10, 20 ans, parce que pour faire un accélérateur, ça se décide pendant 6 mois. Il commence, et ensuite, quand les gouvernements voient ce qui se passe, on est déjà tellement lancé qu'on a de la peine à l'arrêter, et de toute manière, on fait crédit au CERN. C'est une habitude qui a été prise. La capacité thermique, la capacité de s'échauffer de l'air dans un récipient ou dans l'atmosphère augmente. Ça, c'est une chose qu'on sait. Suivant. Mais dans cet observatoire à Hawaï, ce qu'on a fait pour la première fois, et ça c'est seulement depuis le milieu du XXe, on l'a mis en évidence. Il fallait faire des mesures très précises, parce que c'est quand même pas des énormes quantités au niveau des variations d'une année à l'autre. Suivant. Et ça, c'est une courbe que les gens qui étudient l'écologie connaissent bien. C'est une courbe qui vient de ce laboratoire et qui montre l'augmentation de la teneur de l'air en CO2, en dioxyde de carbone, avec ces petites fluctuations saisonnières au fil des années. Et ça, c'est une courbe qu'on ne peut pas arrêter comme ça, par décret présidentiel. C'est un phénomène physique qui vient en grande partie et en majorité cette augmentation des activités humaines. On voit qu'on ne rigole pas. Et puis ça ne sert pas juste à mettre un ascenseur. Il faut descendre des machines de chantier, 200 mètres sous terre. Il n'y a pas une épingle à cheveux qui entrera dans ce tunnel à 250 mètres sous terre sans passer par ces puits. Parce que quand on fait un tunnel, le chemin de fer, c'est relativement facile. On entre un bout, on sort à l'autre. Enfin, c'est déjà assez difficile. Mais quand on est à 200 mètres sous terre, qui est capable d'entrer et pas de sortir, à part des ascenseurs ou des grues, ça devient très coûteux, très difficile et assez hasardeux. On va passer maintenant à la troisième intervention, c'est celle de Brigitte, qui va nous permettre de réfléchir sur ce qu'est la science, comment elle fonctionne, comment elle se crée, comment elle avance. Et vous allez voir, c'est assez décoiffant. Merci d'être là, très nombreux. Je voudrais chapeauter la conférence de M. Chapoutot. Donc la préparation d'une intervention au CRHA est un gros travail, en premier lieu par respect pour celles et ceux qui ont eu le courage de résister dans des conditions parfois effroyables, pour que l'humanité puisse conserver sa beauté belle et fragile. Et j'insiste là-dessus, c'est un rapport avec ce que je vais dire. Et en deuxième lieu, pour ne pas barber ceux qui vous écoutent. Donc, je m'exprime en tant que, comme Laurent, en tant que chercheuse fondamentale en physique, mais pas au nom du CNRS, parce que je ne suis pas mandatée pour ça. Voilà. Alors, j'ai cherché une introduction un peu nouvelle à cette intervention, parce que j'ai déjà fait quand même beaucoup d'interventions et j'aime pas dire toujours la même chose. Alors, j'ai
pour essayer de tenter de répondre à la question le projet FCC du CERN entre-t-il en collision avec l'éthique, les valeurs et la beauté de la recherche fondamentale? Et qui amène à la question plus large. La recherche fondamentale peut-elle mettre en œuvre des expériences de mégatechnologie sans perdre un peu de son âme et faire perdre un peu de son âme à l'humanité? Et coup de chance, je me couche avant-hier soir en lisant mon bouquin, un bouquin un peu déjanté qui s'appelle Tova Hangar de Céline Minard. Je vous le recommande si vous aimez le déjanté, aux éditions Rivage. Alors, dans ce livre, il y a tout un tas de peuplades. Et il y en a une qui s'appelle la peuplade des gros cerveaux. Alors, c'est Atlal, un représentant de cette peuplade, de cette tribu, qui dit « Les gros cerveaux sans objet de quête ont tendance à s'engager dans les premiers tunnels venus. » Avouez que j'ai eu quand même beaucoup de chance. Et il ajoute « Je ne suis pas convaincu de pouvoir sortir sans une ligne directrice de ce tunnel. Je suis sûr du contraire, à vrai dire. » Alors on pourrait croire que cette phrase a été écrite toute spécialement pour le sujet. La recherche fondamentale dont le CERN se revendique pour justifier son projet FCC n'est pas l'apanage des gros cerveaux. Un titre qui ne veut pas dire grand-chose pour moi. Je ne sais pas mesurer la taille d'un cerveau, une cervelle. C'est notre épopée collective, la recherche fondamentale. Elle est à nous, c'est l'épopée collective des êtres humains. La recherche fondamentale, elle est caractérisée par la rigueur, l'objectivité et l'humilité du doute. Elle permet depuis la nuit des temps à l'humanité de se constituer, petite pierre après petite pierre, avec rigueur, objectivité, un socle patrimonial de connaissances au service de l'humanité, un bien commun pour l'humanité que nous pouvons nommer le savoir objectif ou les connaissances objectives. C'est une magnifique aventure humaine. Elle n'est pas belle parce que l'homme est beau, l'homme n'est pas beau. Non, l'être humain, excusez-moi. Voilà. Mais elle est belle parce que la tâche est tellement immense, je dirais infinie, tellement utopique, qu'elle ne peut être que collective et donc œuvrer pour la paix. Alors chaque être humain, ensuite, en s'appuyant sur ce socle de connaissances objectives, peut se former un avis éclairé pour aborder un problème aussi complexe soit-il. En fait, ce bien commun, c'est un des rares qu'on peut utiliser à volonté. C'est pas comme les fossiles, les énergies fossiles. Voilà. C'est pourquoi la recherche fondamentale est un rempart contre l'obscurantisme, une arme contre toute forme de dictature dogmatique et donc un pilier pour la démocratie. Il convient de la défendre becs et ongles. Elle a été attaquée de tout temps et continue à l'être, comme vous pouvez le voir dans les actualités, notamment chez nos amis aux États-Unis. Et pas que, parce qu'en France c'est idem. C'est dans tous les endroits gérés par le capitalisme en fait. La recherche fondamentale est par essence au service de la société, désintéressée, collaborative, sans cloisonnement entre les disciplines, sans contrainte de temps, sans but applicatif, et ne vise en aucun cas des retombées économiques. Chaque être humain fait de la recherche fondamentale, car elle est intrinsèquement liée à certaines de ses capacités. Alors en fait, depuis que le premier être humain est arrivé sur Terre, eh bien, il se pose des questions. Voilà, la recherche fondamentale, c'est ça, c'est cette quête de l'inconnu, c'est essayer de répondre à quelles sont les lois qui gouvernent la nature dont nous faisons partie. Nous sommes une infiniment petite poussière de partie.
Alors les capacités de l'être humain qui permettent de faire, qui font qu'on est tous des chercheurs fondamentaux, c'est la première chose, c'est certains êtres humains se sentent chez eux, dans certains univers qui sont invisibles à d'autres. Alors, voilà, et ça leur permet de proposer des concepts qui peuvent sembler surréalistes, mais qui après, à l'avenir, peuvent se révéler vrais. Par exemple, Démocrite, 400 ans avant Jésus-Christ, il se dit, si je coupe un bout de moi, la table, une feuille en tout petits morceaux, est-ce qu'à un moment, je vais arriver à un tout petit morceau que je ne vais pas pouvoir couper? Non sécable, atomos. Voilà, il avait posé le concept de l'atome. Il n'a pas été pressé pour montrer que ce concept était bon. Il est mort depuis bien longtemps. On a mis quand même quelques milliers d'années pour montrer ça. Donc, par exemple, quand le CERN dit on va montrer l'existence du boson de Higgs. Le boson de Higgs a été théorisé en 1964 par un physicien avec un crayon de papier, une cervelle et une gomme. Et il a posé le boson de Higgs, il s'appelle Higgs. C'est lui qui a eu le prix Nobel quand le CERN a démontré la présence du boson de Higgs. Mais c'était juste montrer ce qu'on connaissait depuis 40 ans. Voilà, c'est tout. Et en fait, c'était une belle œuvre technologique. Enfin, moi, je suis admirative. Si ça coûte rien à la société, si ça détruit pas l'environnement, faites-le. C'est très beau, c'est très bien. Mais il n'y avait pas d'urgence, quoi. Voilà. La deuxième capacité, c'est de faire des observations objectives. Alors, je vais citer Newton. J'ai horreur de citer des noms de chercheurs ou de chercheuses parce que la recherche, c'est une œuvre collective. Et en général, ceux dont on retient le nom, ce sont juste ceux, soit qui aiment bien tirer la couverture à eux, soit qui ont eu la chance d'arriver à un moment où on a pu mettre un point à la théorisation d'un concept, par exemple. Voilà. Par exemple, Newton, il est couché sous son pommier au clair de lune et qu'il observe que la pomme qui se détache du pommier tombe, mais que la lune ne tombe pas. Déjà très intelligent de pouvoir faire une corrélation entre la lune qui ne tombe pas et la pomme qui tombe, soit dit en passant. Mais ça, c'est la pensée, le cheminement de pensée des êtres humains sur de très long terme. Et donc, donc il se dit, il note ça avec précaution, parce que les observations, c'est la boîte à trésors de la recherche. C'est-à-dire que les observations, on doit les noter avec une précaution infinie. Après, on peut faire des théories pour essayer d'expliquer les observations. Une théorie, elle sera bonne tant qu'une observation n'aura pas prouvé qu'elle est mauvaise. Voilà, c'est tout. Mais les observations, c'est ce qui permet l'objectivité de la recherche fondamentale. Donc ces observations, elles doivent pouvoir être vérifiées. Ça s'appelle la validation par les pairs. Et ça, c'est un point très important. Et ce que j'adore, c'est que Madame Fabiola Gianotti a dit en 2025 sur la RTS, il est très important que les observations puissent être vérifiées. Ainsi, la pomme de Newton qui tombe, on doit pouvoir la voir tomber sur toute la Terre entière. Ok, oui, mais au CERN, quand on fait des mesures, des observations, je vous en parlerai juste après, où deux faisceaux de particules se choquent très violemment, génèrent une gerbe de particules dont on essaie qui sont détectées par des détecteurs qui tapissent une caverne géante, telle une cathédrale de Chartres, et qui ensuite sont envoyées sur des ordinateurs qui doivent nous dire d'où viennent ces particules, parce que certaines sont générées in situ, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, donc ça génère de la masse, c'est E égale mc2. Donc, comment quelqu'un peut, en plus ce sont des mesures indirectes, puisque l'ordinateur, après, il mouline tout ça pour vous dire d'où viennent ces particules. Comment quelqu'un, moi personnellement, je ne me vois pas faire ça dans mon salon, quoi. Donc, la validation par les pairs d'observations
liées à la méga-technologie comme celle qui est faite au CERN, ça pose quand même un gros problème fondamental. Pour moi, ça pose un gros problème fondamental. Ensuite, l'homme, il est imaginatif. Donc, Newton, pour dire Newton, c'est pas lui, imagine une relation entre la chute de la pomme et le mouvement de la Lune autour de la Terre, ce qui était quand même pas évident. Après, la créativité, l'être humain échafaude des théories. Ainsi, Newton imagine la notion, élabore la théorie de la gravitation universelle. Et là, ça veut dire qu'il imagine qu'il n'y a pas de haut et de bas. Voilà. Ensuite, c'est la capacité de se remettre en question et de dépasser les théories existantes. Ainsi, la théorie de la gravitation universelle a fort bien tenu le coup pendant 2 siècles, plus même, puis elle tient encore le coup à notre échelle humaine, hein. Mais pour des très grandes vitesses, très grandes masses, sont arrivées, pour la surpasser, les théories relativistes. Et moi, j'aime bien quand même que la recherche fondamentale soit liée à la réflexion, parce que c'est intimement lié à la réflexion. Et l'être humain, quand même, c'est bien qu'il ait de la réflexion, me semble-t-il. Voilà. Alors ainsi, par exemple, la théorie de la gravitation universelle, dans cette théorie, le temps, il est absolu. Mais quand arrivent les théories relativistes, Einstein, le temps, il dépend de la vitesse à laquelle se déplace l'observateur qui le mesure. Et puis, mais actuellement, c'est pas nouveau, il y a beaucoup de physiciens qui essaient de relier l'infiniment petit à l'infiniment grand, de trouver une théorie qui pourra relier les deux. Et il y a plusieurs théories qui circulent. Moi, j'avais un collègue qui venait m'en exposer une tous les matins, mais parce qu'il y a des gens, c'est beau, quoi, c'est poétique, c'est chouette, les gens réfléchissent, voilà. Et donc, il y a une théorie qui s'appelle la gravitation quantique à boucle, qui est, je vous incite à aller voir Carlo Rovelli qui fait une conférence sur les physiciens tuent le temps. Et là, le temps, les physiciens le tuent et disent qu'il ne serait qu'une preuve de notre ignorance. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la recherche fondamentale, c'est pas que des gros trous et de la terre enfin voilà, c'est aussi beau. Voilà. Et c'est vous tous, vous toutes. Ensuite, les êtres humains, la recherche fondamentale, c'est parce que les êtres humains sont capables de tirer profit de leur erreur. Alors, on peut citer, par exemple, Kepler, qui a dû refaire ses calculs, mais je ne sais combien de fois avant d'arriver à ces fameuses lois. Et à chaque fois, ça marchait pas, voilà. Et puis, ou Alexander Fleming, ça c'est les résultats inattendus, qui arrive un matin et qui voit toute sa culture de bactéries morte. Mais voilà, s'il n'avait pas eu l'intelligence de se dire « Ah, mais pourquoi ?» on n'aurait toujours pas la pénicilline. Voilà. Et la capacité à abattre les cloisons entre les disciplines. Parce que comment voulez-vous étudier l'inconnu par le petit bout de la lorgnette ? On n'étudiera pas l'inconnu uniquement en étudiant les particules nucléaires. Voilà. Donc Edgar Morin, il dit même, et ça vraiment... beaucoup de gens, beaucoup le pensent, que les progrès des connaissances, le progrès des connaissances en les multipliant et en les séparant par des barrières disciplinaires a suscité une régression de la pensée qui est devenue aveugle. Et ça, c'est pour tout pareil. Quand on vous compartimente de votre travail, par exemple, on vous donne un travail, vous serez hyper pointu dans votre travail, mais voilà, vous êtes comme ça, quoi. Vous n'avez pas le champ large. La capacité à ne pas programmer à long terme. Parce que c'est Pierre Joliot, qui était donc un de nos grands savants, professeur au Collège de France, qui dit « on ne peut pas programmer ce qu'on ne connaît pas ». Alors, beaucoup le pensent, mais quand c'est Pierre Joliot qui le dit, ça a plus de portée. C'est pour ça que, voilà. Et le courage de proclamer les découvertes. Ainsi, Galilée, quand il a dit, voilà, la Terre n'est pas au centre de l'univers, ça a été très mal vu par les religieux. Et donc, le pape Urbain VIII, qui pourtant avait payé Galilée pour faire ses recherches, l'a mis en résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie.
Et c'est Pierre Joliot toujours qui disait il y a plus de difficultés à proclamer des choses inconnues que de confirmation de choses connues. Voilà. Donc la conclusion, il existe depuis toujours une recherche fondamentale qui utilise nos 5 sens, notre imagination, notre créativité, notre humilité, notre goût pour la beauté, et qui, en établissant fréquemment un dialogue entre théorie et expérience sobre, ne met pas en péril l'humanité, ne détruit pas la nature dont elle tente de percer les lois. Cette recherche fondamentale, sobre, non basée sur la méga-technologie, a permis de construire patiemment le socle patrimonial de connaissances assez remarquables dont dispose actuellement l'humanité. Dénigrer cette recherche fondamentale simple, sobre, qui s'est perpétuée depuis l'apparition de l'humanité sur Terre au regard de la méga-techno-recherche, notamment développée par le CERN, n'est-il pas du même ordre que de considérer comme peu évoluées ces sociétés volontairement invisibilisées et maltraitées par le système du tout-profit, ces sociétés qui respectent humblement la nature dont elles revendiquent faire partie, qui prennent soin du vivant, quelle que soit sa forme, qui tentent de résister au gigantisme technologique de la société capitaliste, productiviste, consumériste, insensée. Alors, je voudrais en plus ajouter quelques points problématiques liés à cette méga-techno-recherche. Déjà, est-ce que le projet, j'illustre avec le projet FCC du CERN, parce que c'est quand même un emblème. Le projet FCC du CERN est-il éthique ? Alors, le CNRS, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le plus gros organisme de recherche publique fondamentale en France. Il s'est doté d'un comité d'éthique en 1994. Parce que, comme je vous l'ai dit, la recherche c'est très beau, mais l'être humain il est beaucoup moins beau. Donc il convenait d'éclairer l'exercice de la liberté de recherche au regard des devoirs et des responsabilités des chercheurs vis-à-vis de la société. Donc, le COMETS a d'abord, dans un premier temps, considéré que toute attaque contre le vivant de la part de la recherche fondamentale, c'est-à-dire si elle met des expériences en jeu qui vont porter atteinte au vivant, c'est porter atteinte à l'éthique de la recherche fondamentale. Alors là, c'était essentiellement pour les histoires de clonage, d'animaux d'expérimentation, voilà. Mais en 2022, le comité d'éthique du CNRS, donc le COMETS, a ajouté un article 43 qui élargit ce concept à l'éthique de l'environnement. Donc, c'est-à-dire, en fait, le COMETS estime que tout impact à l'environnement est un impact à l'éthique de la recherche fondamentale. Alors, je vous lis quand même 2 extraits parce que c'est quand même très intéressant. Le COMETS estime d'abord que la prise en compte des impacts environnementaux de la recherche doit être considérée comme relevant de l'éthique de la recherche au même titre que le respect de la personne humaine ou de l'animal d'expérimentation. Et un deuxième paragraphe que j'ai extrait, le monde de la recherche doit ainsi se demander dans quelle mesure le fait d'utiliser ou de développer tel grand équipement, notamment ici accélérateur de particules, est susceptible d'engendrer des impacts néfastes pour la biosphère, de conforter à moyen ou à long terme des modes de production ou de consommation non durables. Alors, étant donné l'exposé de Jean Bernard, voilà, je pense que vous pouvez vous faire vous-même un jugement. D'accord ? Alors, la mégatechnologie du CERN aussi, est-ce qu'elle est vraiment au service de la société ? Parce que la recherche fondamentale, elle est au service de l'humanité. C'est pas l'inverse, c'est pas l'humanité qui est à son service pour faire ses petites expériences. C'est un non-sens total. Donc, Laurent vous a parlé de la Commission nationale du débat public, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'actuellement, on n'a pas tellement demandé à la société si elle était d'accord pour ce gros bazar-là. Et en fait,
Eh bien, moi, je vais refaire un retour vers le passé, mais pas comme le CERN, parce que ici, on reste modeste, n'est-ce pas? On est petits êtres humains qui sommes là pour nous agiter 10 secondes avant de mourir, c'est tout. Mais, est fait des mêmes atomes et tout, que tout le reste. Voilà. Mais, simplement, je vais revenir 40 ans en arrière. Il y a 40 ans, quand le LEP a été construit, puis ensuite est devenu le LHC, bien, de nombreuses personnes se sont élevées contre ça. D'abord, il y a eu Grothendieck, qui était quand même l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, c'est la médaille Fields, parce que les frères Nobel n'aimaient pas les mathématiciens, ils n'ont pas fait de prix Nobel de mathématiques. Voilà, mais bon, il est venu faire une conférence de 2 heures au CERN pour exhorter ses collègues à cesser leurs recherches qui étaient plus nuisibles pour la société que rapportaient quelque chose. Voilà. Ensuite, dans les années 80, André Sponer, jeune chercheur au CERN, s'est opposé au projet du LEP. Il a eu du courage, parce que comme le disait Jean Bernard, c'est difficile de travailler au CERN et puis de cracher dans la soupe. Hein. Donc lui, il s'est opposé et ensuite, il a démissionné du CERN pour des raisons de conscience et a créé l'International Science Research Institute, ISRI, qui existe toujours à Genève. Il a coécrit en 1984 avec Lucie Lanouz, Pierre Lehmann et Jacques Greenwald un livre, La Quadrature du CERN, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui remet en cause la vocation de recherche fondamentale du CERN qui aurait dévié de sa trajectoire vers des buts technologiques moins louables. Alors, impossible également de ne pas évoquer Robert Young, qui a écrit en 1966 un livre à l'apologie du CERN, des grosses machines. Alors, lui, il était subjugué. Mais ensuite, il est revenu plusieurs fois visiter le CERN. Et son opinion a été très largement modifiée jusqu'à ce qu'il accepte de préfacer le livre, La Quadrature du CERN, et rééditer son livre, Die grosse Machine, 20 ans après, avec une postface vraiment vindicative envers le CERN, quoi. Donc, il a même écrit « Encore de plus grandes machines, 2 machines plus gigantesques, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. » Robert Oppenheimer, à l'époque, aurait dit « Le prochain prix Nobel de physique devrait être attribué à celui qui n'aura pas trouvé de nouvelles particules. » Et je voudrais vous dire quand même ce que dit dans sa postface Robert Young. Un jour, il est arrivé dans l'Aula de l'Université de Genève et il y avait un débat. Le CERN doit-il encore s'agrandir au-delà de ce qu'il est aujourd'hui? C'était dans les années 80. Il note, Robert Young, il était surprenant lors de ce débat de constater que parmi ceux qui refusaient, voire même combattaient une telle extension, se trouvait bon nombre de collaborateurs scientifiques du CERN. Il rejoignait les écologistes, des économistes et des sociologues pour s'opposer au projet LEP, c'est l'actuel tunnel, hein, qui est devenu LHC après. Une énorme, super machine de près de 9 km de diamètre, ce qui fait 30 km 27 km de circonférence. Selon eux, cette machine menaçait non seulement l'environnement, mais aussi la recherche elle-même, qui prenait de plus en plus un caractère aliénant et impersonnel de compétition industrielle. Alors, le LEP a pourtant été mis en chantier, alors qu'après un coût énorme, quoi. Et en 97, Sponer écrivait dans la Tribune de Genève « La survie du CERN dépend entièrement de la construction effrénée de nouvelles machines pour justifier son existence. Le LEP n'a apporté aucun résultat inattendu. Il a confirmé une théorie vieille de 20 ans, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les Américains ont d'ailleurs renoncé à la fabrication d'un accélérateur identique. Bref, le CERN est devenu une maison de retraite pour constructeurs d'accélérateurs et physiciens de particules. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, on peut pas m'emmener en justice. Voilà. Et ainsi, le journaliste Serge Bimpage, qui signait cet article, dit « Le rapport entre la science et la société est posé et nécessite un débat véritablement démocratique.
Ce débat n'a pas eu lieu pour la construction du LHC, enfin du LEP devenu LHT. Alors, espérons qu'il pourra avoir lieu pour ce FCC, et j'espère surtout vous avoir convaincu que la recherche fondamentale, ce n'est pas ça. La recherche fondamentale, c'est notre humanité. Et je voudrais juste vous dire ce que dit... Ben voilà, attendez juste... Tu me laisses une petite seconde. Non, c'est pour finir sur Hugo. Hein? Voilà, je finis sur Hugo. Vous n'allez pas avoir un prof de physique comme ça. Hein. Ça ne vous rappelle pas de souvenirs, tout ça? C'est peut-être un peu moins de cruche en sciences. Hein. Et tu seras plus bordélique. Je suis déjà. Alors, c'est Einstein qui dit « Il n'y a que deux façons de vivre votre vie. L'une comme si rien n'était miracle et l'autre comme si tout était miracle. Choisissez votre camp. La nature a cette capacité de nous réserver les plus grandes surprises. Attendez-vous donc à ce que les choses prennent une tournure inattendue. J'espère qu'elle en va bientôt en prendre une pour le capitalisme. Voilà. Et Grothendieck qui disait, Grothendieck c'est quand même quelqu'un de formidable. Je vous incite à lire Récolte, Semaille et Récolte et à lire sa vie. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours vécu en adéquation avec ses convictions. Grothendieck, Alexander Grothendieck. C'est un Français. Il a fini comme ermite. Au sommet des Pyrénées. Voilà, et il a laissé une malle énorme, remplie de feuilles où il avait écrit tout plein de formules mathématiques que les gens essaient encore de décrypter parce que c'était quand même quelqu'un de génial. On lui a créé un laboratoire que pour lui, mais quand il s'est aperçu qu'il y avait dedans 5% du financement qui venait de l'armement, il a démissionné. Et lui, il dit, il ne suffit pas de savoir que le monde est beau, il faut s'en réjouir.